Je ne peux pas me connaître tant que je suis encore en vie, en train de rechercher. Si je m'étais défini, je crois que je serais mort. Vous savez, être maître dans la vie, on n'en a pas 50. C'est lui qui m'a fait, à un moment donné, qui m'a fait comprendre ce que je devais faire. Grande culture, sensibilité, honnêteté. C'est vraiment le représentant du peintre de la lumière et des couleurs, quoi. Vous avez de grands peintres qui sont restés dans le même style tout le temps. Lui, c'est cette quête permanente de la remise en question. Je verrai José Lorenzi comme un Pygmalion pour la jeunesse et un Hidalgo de la peinture. J'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. J'étais à la fois au petit lycée et puis ensuite je suis allé au grand lycée où il y avait les 6e. Et tous les matins, moi le soir, comme je me retrouvais seul, je dessinais sur une grande table. Je faisais des dessins de guerre, bateaux, les combats, les avions. Le matin, mes camarades avaient compris que j'ai dessiné. Ils me demandaient ce que je faisais. Alors je leur montrais mon journal et ils me l'achetaient. Tous les matins, il y en avait un qui se dessinait, il me l'achetait 5 centimes, je crois. Je me souviens, c'était une pièce. C'est comme ça que j'en ai vendu pas mal. Hein. Mais à partir de 14 ans, 15 ans, lorsqu'un jour, un Anglais a voulu acheter un tableau d'un vieux que j'avais fait à la pipe, il voulait me l'acheter, il insistait. Hein. Alors mon père a commencé à s'énerver, je dirais, en lui-même. Hein. Je ne l'ai pas senti dans son rapport. Mais comme j'allais rentrer en première, et il m'a dit abandonne cette possibilité de continuer à peindre. Tu connais la vie des peintres. Je me voyais beaucoup plus comme magistrat que restant accroché au paysage, à la figure, à la nature morte qui était à l'époque très très prisée. Donc pour lui, ça n'avait pas de sens. J'avais un désir profond de m'intéresser à la peinture. Donc, je suis parti sur Paris, opposé bien sûr à l'accord familial, mais enfin je suis parti quand même. Et je me suis rendu compte en débarquant, parce que ce que je vais dire est énorme. J'arrive à Paris, je découvre Van Gogh. Je ne connaissais pas Van Gogh. Arrivé à Paris ne connaissant rien, je me suis tourné vers le diplôme d'État qui m'aurait permis d'aller donc chez moi pour dispatcher ce que j'enseignais, ce que je recevais. Je suivais des études au niveau du nu, en particulier dans les cours du soir de la ville de Paris, à Montparnasse. Là, il y avait des cours du soir qui existent encore d'ailleurs. Il y avait des modèles et on pouvait travailler, continuer. Et je pratiquais un petit peu le public qui était autour des grands artistes comme Picasso et Giacometti.
C'est là que je les ai connus. Et à ce moment-là, les gens venaient, écoutaient, il n'y avait rien de particulier. Hein. Je ne l'ai jamais interviewé. À 20 ans, on n'intervient pas auprès d'un Picasso, ce qui vous aurait remis en place assez rapidement. Mais c'était l'occasion d'écouter ce qu'il disait. C'était un peu l'endroit où se manifestait la création artistique par rapport au monde en général, du monde de l'art. J'avais beaucoup de difficultés à peindre devant le public, que je n'ai plus. Mais à l'époque, j'avais des difficultés. J'avais trouvé une solution. J'allais sur les quais de Seine. J'avais une petite voiture qui était une 4 chevaux. Et je peignais dans la 4 chevaux. Je m'intéressais de plus en plus à la peinture. Et en parallèle, l'enseignement, la pédagogie m'incitait à dire, mais pas dire ça à tes jeunes qui sont là-bas et qui ignorent, puisque toi tu as ignoré, donc eux ignorent aussi. D'où cette volonté de me déplacer en Corse. Et j'ai eu la chance d'être nommé en 57, donc à Ajaccio d'abord, et à Bastia après. Ici, nous avons des dessins au fusain, crayon fusain, crayon noir, qui sont des études, bien sûr, de sculpture grecque, notamment, et qui faisaient partie de l'étude classique des Beaux-Arts et en même temps des cours du soir à Montparnasse. Suite à ça, donc là, c'est la construction des quais de Seine, Paris. Je suis resté quand même 8 ans, 9 ans à Paris. Les quais de Seine, c'est ce qui m'intéressait le plus. Là-bas, il y avait des usines, toujours des usines. Hein, autour de Paris, c'est symbolique, ça. Et arrivé à Bastia, j'ai commencé par une grande toile, et j'en ai eu plusieurs. Hein. Mais enfin, celle-ci est assez figurative dans le sens où elle exprimait ma rencontre avec les ruelles de Bastia. Et là, l'interprétation, l'influence de Cézanne, la caractéristique du rectangle, à savoir, c'est pour ça qu'on a souvent appelé ça le style rectangle, à savoir l'interprétation des formes, des lignes, et toujours à plat, tel que l'avait indiqué Paul Cézanne. En 1957, je crée un examen qui est devenu la section artistique. Elle est venue comme ça, je n'ai pas donné de nom au départ. Je pensais qu'il n'y aurait eu qu'une dizaine de candidats. Je me suis dit que j'aurais pas beaucoup de mal à les sélectionner. Mais quand j'ai vu que ça dépassait la centaine, j'ai été obligé de prendre plusieurs salles. Je suis allé voir le chef d'établissement qui m'a dit ben, prenez les salles qu'il vous faut. Et j'ai fait un dessin libre. Mais en même temps, je parlais avec les uns et les autres, parce que ça, c'était important pour moi. Savoir quelles étaient leurs capacités de dialogue, d'approche, de réserve, je dirais même ensuite, en fonction du dessin, l'aspect décoratif, l'aspect illustratif, l'aspect développant, tout ce qui est en eux, et en même temps, la timidité de chacun. Il fallait faire un choix, c'était pas facile. Hein. C'est le souvenir d'un jeune homme, 25 ans peut-être, qui est arrivé en 57, au début de l'année, prendre donc la place du professeur de dessin, et qui s'est imposé par un charisme extraordinaire, hein. Pas de sourire, une moustache fine à l'espagnol. Donc on était tous devant ce bonhomme qui allait nous apporter, on sentait qu'il allait nous apporter quelque chose, et effectivement c'est ce qu'il a fait pendant des années, tous les soirs. Il nous a formés, il a formé toutes nos générations, et voilà, ce souvenir-là.
quelqu'un d'exceptionnel. J'ai tout de suite mis en place, un groupe qui allait tout doucement se mettre en gestion, s'organiser avec un président, un secrétaire, un trésorier. Donc c'est l'idée qui était les écoles des beaux-arts. Lorsqu'on avait des sections, il y avait ce qu'on appelait un massier. Le massier, c'était celui qui était le responsable de groupe. Alors j'ai créé un peu ça, des responsables de groupe. On ne demandait pas à être à la section artistique. José Lorenz, il choisissait parmi la panoplie d'élèves qu'il avait dans ses cours, ceux qu'il estimait dignes d'être à la section artistique. Le choix était uniquement lié à celui de José Lorenz. Il a su instituer une sorte de concours entre les êtres, entre les élèves, qui faisait que chacun voulait faire mieux que l'autre. Et tous les soirs, nous avons travaillé pendant des années, tous les soirs, le dimanche même. Pas de télévision à l'époque, en couleur. Et on était, Dominique Desliespos et moi-même, qui étions, je dirais, les deux premiers. Puis des gens comme Angeos, plus tard la conservatrice du musée Picasso, qui est Anne Baldassare, et Angeletch, etc. On va tous les citer. Tout ça, c'est dû à José Lorenz, qui a formé le groupe de départ, qui ensuite a enseigné aux autres, etc., etc. La part de rencontrer José Lorenz, pour moi, c'était d'abord de faire la grande école qui était Claude Bernard, de préparer le concours d'entrée. Nous avons été plusieurs à faire ce parcours, et uniquement parce que nous l'avons rencontré. On ne savait même pas que ça existait à l'époque. Il ne faut pas oublier, la Corse, la communication n'était pas comme aujourd'hui. La Corse était coupée de Paris. Hein. Ah, mais comment se fait-il que nous soyons ensuite à Paris, que nous ayons été parmi les premiers, hein. Moi, je me souviens, concours de Claude Bernard, c'était 30 personnes par an, j'avais été reçu 3e. Dominique Desliespos aussi, même chose, un an auparavant. C'était vraiment une formation remarquable. Et les grands travaux que nous avons réalisés, nous avons été 3 ou 4 à faire déjà de grandes œuvres au niveau de la taille. Mon ami José Thomas, Dominique Desliespos et moi-même. Nous avions produit des œuvres qui nous prenaient une année, qui étaient entre 25 et 30 mètres carrés de surface, des huiles de cette taille qui étaient des reproductions de maîtres, que ce soit classiques, néoclassiques ou romantiques. Pour ma part, j'avais reproduit le radeau de la Méduse dans le format original. Le format d'origine fait 30 mètres carrés, c'est 6 par 5, c'est colossal. J'étais en seconde à l'époque au lycée. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres lycées de France où on ait réalisé ça. De toute manière, je peux vous dire que par la suite, quand j'étais étudiant à Paris, quand on était dans notre grande école, on n'a jamais fait de travaux de cette importance. Les élèves du lycée de Bastia vont exposer leurs travaux dans quelques jours, mais nous les avons surpris dans la fièvre qui précède toujours les grandes premières. Vous avez vu les aéromodélistes, nous voici maintenant dans l'atelier de la section artistique. La copie est ici non seulement autorisée, mais encore recommandée, afin de se familiariser avec la technique des anciens, non pas au moyen d'une leçon ou d'une gravure, mais au contraire à travers la matière elle-même qu'il convient de maîtriser à son tour. Une méthode qui, à Bastia, semble réussir à merveille. On allait peindre même quand il avait cours, lui. Nous peignions le grand tableau parce que pour faire la bataille d'Eylau, peindre la bataille d'Eylau ou copier la bataille d'Eylau comme l'a faite la reproduite de Dominique Desliespos, ou le sacre de Napoléon avec 150 portraits que j'avais fait au même moment. Tout ça s'était exposé dans la salle Napoléon à la fin de l'année avec toute une série de tableaux personnels qui grimpaient au cimaises sur tout le pourtour du cloître. C'était unique. José Lorenz a été un déclencheur pour toute une génération, je ne crois pas que pour moi. Peut-être même des gens qui ne le savent pas aujourd'hui. Et on est plusieurs à avoir choisi, tout au moins momentanément pour moi, et de façon définitive pour d'autres, la branche de l'art et d'une carrière en ce sens, mais parce qu'on s'est rencontrés.
José Lorenz, son arrivée était un grand moment, parce que José avait un tel charisme, déplaçait une telle énergie, avait une telle personnalité, qu'on travaillait, mais on attendait son regard, on attendait son point de vue, ce qu'il allait nous dire. Et le temps que l'on passait sans lui était un temps presque qu'il ne comptait pas, parce qu'il n'y avait pas le regard de celui qui avait vraiment la distance, qui avait l'énergie juste, l'acuité, la bonne parole. Donc voilà, je me souviens d'atmosphère d'attente et je trouvais que c'était très beau. Puis tout d'un coup, la porte s'ouvrait, José arrivait, il y avait comme un soupir presque un relâchement, une satisfaction. On savait qu'on allait pouvoir enfin parler, discuter, échanger. Voilà, ça c'était de très beaux moments particuliers. Je me suis posé la question, et les élèves aussi, enfin ceux qui étaient doués, qui arrivaient en terminale, ils se sont sentis un petit peu abandonnés. Qu'allons-nous faire, même lorsque nous allons à Paris, à Claude Bernard ou dans divers ateliers, qu'allons-nous faire? On ne se retrouve plus, on est dispersés. Alors l'idée est venue de chercher une chapelle que nous allions remettre en état avec différentes techniques. Mosaïque, sculpture, bois, fer, tout un ensemble donc de techniques d'artisans et qui étaient artistiques en même temps. Et là, on s'est retrouvés tous ensemble pendant 5 ans. Pas tous, il y avait une sélection qui s'était faite presque naturellement. Les Centurions étaient l'émanation de la section artistique. Je dirais, c'était la crème de la section artistique qui se retrouvait. C'est sûr, c'était des périodes estivales, on avait plus l'esprit aux vacances. Mais le site de Chentour était un site assez austère. La pointe du Cap Corse s'est tendue. C'est un lieu où les générations ont eu des difficultés à vivre, d'où beaucoup ont émigré. Et se retrouver là, je ne crois pas qu'on ait produit de l'art, hein, soyons honnêtes. Par contre, pour nous-mêmes, pour souder le groupe, ou tout au moins pour nous aider à faire le point sur beaucoup de choses, c'était très important. Je prendais l'exemple d'un garçon qui est devenu actuellement quelqu'un de formation internationale et qui, à 12 ans, a souhaité pénétrer ce groupe. C'était un groupe quand même homogène. Hein. Et ils ont tous voté pour son admission, malgré son jeune âge. Parce que 12 ans, c'était quand même fragile. Hein. C'était fragile. Il s'est développé. Pour lui, tout était bon. Il a bien ingurgité ce qu'il fallait. José, un jour, a réuni les Ceinturions et ils m'ont dit, voilà, tu es trop jeune, tu ne peux pas être avec nous, il y a certaines conversations que tu ne peux pas écouter, que tu ne peux pas suivre, pour des raisons intellectuelles et aussi peut-être
pour d'autres choses, donc tu ne viens pas. Et en fait, moi, je me suis retiré, mais en partant, j'ai entendu qu'ils cherchaient une échelle, qu'ils avaient besoin d'une échelle. Et je suis monté chez moi, donc c'était à 5 km. J'avais dans le grenier, enfin, ou à la cave chez mes parents, il y avait une grande échelle qui faisait à peu près 2,50 m, qui était en bois épaisse, c'était une échelle de meunier. Et j'ai fait les 5 km à pied, et j'ai descendu sur le dos l'échelle. Et ma mère me dit toujours, toi, tu as fait ton chemin de croix. Et j'ai porté l'échelle à José qui en avait besoin. Et je me souviens, José est resté pantois que je lui ai porté l'échelle, qu'il ait compris que j'ai porté l'échelle depuis Morsill. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont gardé. José a donné des impulsions à former des jeunes artistes, à former des jeunes qui ont mis en place, je pense qu'on peut dire que j'en fais partie, des artistes qui ont pris sa relève d'une certaine façon, qui poursuivent son travail, qui poursuivent son œuvre. La méditation n'a pas un projet ou même un but défini. J'étais parti d'une recherche que j'avais faite sur les livres de Teilhard de Chardin. Donc Teilhard de Chardin a pratiquement passé toute sa vie à faire comprendre au monde que la terre et la roche possédaient en elles-mêmes des messages, que c'était un élément vivant. Tous les jours, je me suis rapproché de plus en plus des lignes qui m'amenaient par le mouvement à comprendre l'origine de ces lignes. C'était la vision des choses qui se composait avec le ressenti des choses. Tout début des années 60, il va changer de style, il va passer d'un réalisme, je dirais, expressionniste à quelque chose qui est quasiment abstrait, mais qui est inspiré de la nature, et il va intituler ça Les Collines, des soirées entières à dessiner, à déchiffrer ce qu'il n'arrive pas à obtenir, et bien sûr, il pressent qu'il y a sous le végétal quelque chose d'extraordinaire. On le saura 10 ans plus tard, puisque l'histoire de la géologie de la Corse n'est pas confirmée à cette époque-là. On pense encore qu'elle est venue de l'Italie, que l'effondrement du bassin tyrrhénien s'est fait et a séparé la Corse de l'Italie, alors qu'on sait maintenant qu'elle est venue des Maures et de l'Estérel, et qu'en plongeant sous le fond marin, elle a soulevé quoi? Les couches d'argile et les couches de calcaire, qui se sont métamorphisées en schiste et, bien entendu, en cipolin. Et alors, quand on regarde ces toiles, je pense à celle-ci en particulier de 1962, on sent cette espèce de masse stratifiée qui est en train de s'élever, mais qui est formée de deux choses indissolubles, bien entendu, les synclinaux de schiste et les synclinaux de cipolin, le rose et le vert. Moi, je voulais en faire l'image de l'origine de notre terre, et notamment de la Corse. Surtout quand je vois ces deux versants des deux mers, j'étais toujours pris par cela. La mer, la terre, à ce niveau, prend une dimension que vous n'avez pas habituellement. Jacques Lassaigne, qui était un commissaire de toutes les biennales, Biennale de Sao Paulo, Biennale de Venise, Biennale de Paris, tout à fait par hasard, se promenant, m'a vu, s'est intéressé à ce que je faisais. Et là, l'échange s'est fait. Il m'a dit, moi je prends tout ça et on va exposer. Moi, je n'avais jamais exposé. Donc c'était ma première exposition en 1962.
1963, donc l'année d'après, le marchand de tableaux qui était quand même essentiel à l'époque, il avait la Galerie de France, c'était rue Faubourg-Saint-Honoré, qui s'appelait Monsieur Herbé. Donc il a voulu voir ce que je faisais, ce que je suis donc me présenter. Et au bout de la discussion, il était prêt à me prendre dans son équipe. Il y avait Vera da Silva, Soulage, Alain Chiski et bien d'autres. Et à un moment donné, il m'a incité à bien réfléchir. Est-ce que vous continuez à vivre à Bastia ou bien allez-vous décider de venir vivre à Paris? Mais il ne me l'a pas dit sous cette forme-là, mais moi j'avais bien compris dans son discours. Alors je me suis arrêté, j'ai dit écoutez là, laissez-moi réfléchir. Hein. Ça a duré un bon moment, je suis allé me promener, je suis revenu, j'ai dit moi je ne viendrai pas à Paris parce que j'ai assez souffert de vivre à Paris et complètement coupé de mon pays. Or j'ai des choses à dire chez moi et je veux aller les dire, donc si vous acceptiez que je reste là-bas, moi je veux bien travailler avec vous, bien sûr, avec plaisir. Ah, il a dit non. Voilà comment ça s'est arrêté, si vous voulez, en ce qui me concerne, une carrière artistique qui aurait pu se faire autrement que celle que j'ai eue par la suite. Mais moi, là, je savais que je faisais un choix très important. Le véritable choc s'est produit à New York, lorsque, en 1964, par hasard, en me promenant à Manhattan, je vois une galerie qui s'appelait la galerie Stable, à la 72e rue, et je rentre dans cette galerie et je vois des boîtes Brio. Il s'est passé un choc, mais un choc très, très important. Et je crois que c'est la question qu'il faut se poser, que je me suis posée. J'ai mis beaucoup de temps à y répondre. Comment une œuvre d'art, comparée à un objet qui n'est pas une œuvre d'art, n'ayant aucune différence perpétuelle, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, donc visuelle, inexistante, qui puisse les différencier l'une de l'autre. J'avais vu les mêmes boîtes Brio dans un prix unique. Et tout d'un coup, l'objet devenait une œuvre d'art. Et à l'époque, je me suis dit, je ne peux pas continuer à créer en me servant des mêmes principes qu'on l'avait jusqu'ici. Jusqu'ici, on discernait les œuvres d'art. Et les œuvres d'art de Brio étaient de Warhol. Warhol, à l'époque, n'était pas connu. Il n'était pas connu, mais il était non seulement pas reconnu, mais il était rejeté. Et son manifeste, là, qui se révélait à nous en disant, voilà, un objet qui est le même, comme l'a fait Deschamps à Paris, l'objet est le même, vous le retrouvez en prix unique. C'est cette signification-là qu'il fallait essayer de comprendre. Mais Warhol, avec son état d'esprit d'avant-garde, nous faisait comprendre que c'était la multiplicité des styles qui était plus importante, parce que ça laissait la liberté de l'individu à chacun. Alors moi, je pense que c'est tout simplement, je pense à l'époque, je l'ai exprimé, je ne dirais pas la fin de l'art, parce que c'était pas facile à faire passer cette idée-là, mais c'était en quelque sorte la clôture de l'histoire de la peinture. C'est ça qui vient là. Ouais, contre hein. À mon avis, c'est dans le premier. Ouais. Est-ce que ça tient? On le plastique. Je vous dis, si vous voulez, même pas. Tu veux le mettre Il en met un peu plus, ça. Trop loin. Lorsque j'ai rencontré l'exposition de Warhol, le choc que j'ai reçu m'a obligé à une réflexion. C'était le passage donc de l'ère moderne à l'ère post-moderne, donc post-historique. Là, la boîte m'a obligé, en quelque sorte, à passer d'un état à un autre
et d'expliquer par le biais d'une boîte beaucoup plus petite que toutes les strates des collines devenaient tout d'un coup une formation, je dirais presque extra-lucide, presque mystique, qui réunissait à la fois le moderne et le post-historique. Beaucoup de sociologues ont dit après que c'était la mort de l'art, mais c'est la fin d'une ère. Et nous avons à présent l'ère post-historique. Le maire de l'époque, Jean Toucaré, lui confie les destinées des affaires culturelles, alors qu'il est déjà conseiller municipal. Et là, il a en charge le musée et le théâtre. Et le théâtre a été bombardé, comme vous le savez, donc il va relancer le dossier de la réhabilitation. Et aussi, il va lancer plusieurs actions importantes, toujours dans les années 60. Notamment, il va faire venir des peintres, une centaine de peintres dans le cadre d'une biennale des peintres, qui expose à la salle des congrès. Il va lancer aussi un festival d'art dramatique en collaboration avec un grand directeur de troupe qui, à l'époque, était Antoine Bourseillet. Et il va participer avec José Fabricanti au lancement d'une filière qui est celle de Cernearte, où on veut mettre en avant l'artisanat d'art. Je pense qu'il a fait beaucoup pour faire découvrir le monde artistique qui était totalement sous le boisseau au moment où lui a pris ses fonctions de professeur au lycée de Bastia. Peut-être que d'autres que lui l'auraient fait, peut-être un peu plus tard. Là, c'est difficile à dire, mais à mon avis, c'est le peintre de la Corse et c'est un père fondateur pour le bouillon culturel bastien. Période pop art où tout peut se dire, tout peut se faire. Et ici, une température qui s'élève à la fois dans ma tête et dans mon esprit, et j'arrête de peindre pendant 7 ans à peu près. Arrivent les événements des nationalistes à la cave d'Aléria, et avec la blessure, je dirais, la blessure de la Corse avec ces événements, le mouvement s'envole vers, je dirais, une renaissance du pays. Et vous avez l'expression donc du nationalisme actuel qui amène à la réflexion. Alors en 1977, toujours préoccupé par la pédagogie, j'ai construit cette peinture de Mona Lisa avec une structure qui est la rue droite, qui se trouve à Bastia même, et qui s'est construite en même temps que Léonard de Vinci faisait le Mona Lisa. C'est un peu un symbole, on essaie de comparer les époques. En 1983, j'étais pratiquement mourant, puisque j'avais 2 mois à vivre, d'après le professeur Carcassonne du CRAM de Marseille. J'ai dit je vais appliquer un peu comme a fait Daniel Buren, à savoir répéter les choses d'une manière simple, sans aucune prétention ni d'exposition ni autre, et de faire en sorte que l'expression qui était la mienne devienne naturelle. Et je n'ai pas introduit la difficulté que j'avais à vivre, cette maladie. Et je m'en suis sorti comme ça. La peinture m'a peut-être sauvé, là, en ce qui concerne le physique, en tout cas. Voilà comment ça s'est passé à cette époque-là. José est allé jusqu'au bout d'une certaine recherche, et après, il s'est dit, voilà, moi j'ai tout fait, la boucle est bouclée, je me pose, quand je dis je me pose, je sais ce qu'il y a à faire, j'ai tout fait, dans un sens philosophique et artistique, et je retrouve une essence presque primaire, presque instinctive, de la définition du peintre, de la définition tranquille du peintre. Il y a une phase où on veut réinventer le monde, où on veut tout reconstruire. Et je pense que lorsqu'on a eu tous ces éléments-là, lorsqu'on a compris comment ça fonctionne, ce n'est plus
les enjeux presque prétentieux qu'on a lorsqu'on veut se confronter à l'autre, qu'on veut se confronter à un extérieur, qu'on veut se confronter à une scène. Voilà, José s'est retiré de tout ça. Ça fait 20 ans Place des Vosges et j'ai dû lui faire sa première exposition, ça fait 17 ou 18 ans. Il a les bonnes références de la peinture française, dont Cézanne notamment, mais il a été beaucoup plus loin. On peut rapprocher, par moments, Nicolas de Staël est très présent dans sa peinture, c'est la fin de l'art moderne, quoi. C'est-à-dire que c'est une peinture qui s'est arrêtée un petit peu dans les années 50, et José Lorenzi est vraiment très au fait. Mais comme il est très curieux de nature, il a été encore beaucoup plus loin. Il a fait une abstraction pure et dure dans laquelle il excelle. Il est revenu maintenant des choses peut-être un peu plus académiques, parce que je pense qu'il a fait le tour de beaucoup de choses. Donc, comme beaucoup de peintres, quand il a exploré beaucoup de domaines, il est revenu à des valeurs peut-être un peu plus traditionnelles. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est imbibé de toute la culture française, je dirais, depuis un siècle. Il n'y a pas tout ça, mais il y a presque tout. Un peintre a besoin de montrer sa peinture, de la faire bouger, de faire plusieurs expositions par an, de changer les toiles de place. Et c'est beaucoup plus compliqué de faire venir des toiles de Basquiat, de les renvoyer, etc., que quelqu'un qui habite le continent, ça c'est incontestable. Mais ça n'a eu aucune influence sur l'aspect pictural proprement dit. Sur l'aspect commercial, oui, incontestablement. Un jour, on a rencontré un artiste peintre, Madame Salvani, qui est d'Île-Rousse et qui nous a invités chez elle pour regarder ses peintures. Et là, on a découvert une peinture parmi toutes les autres, une peinture qui ressortait, et c'était pratiquement une gifle qu'on recevait. Et là, c'était une peinture, non pas d'elle, mais de José Lorenzi. À partir de ce jour-là, on a dit, il faut absolument qu'on connaisse cet artiste. Et ça, c'était dans les années déjà 90. Puis d'année en année, donc on a refait des galeries qui exposaient donc José Lorenzi, et on a acheté une deuxième toile avant de le connaître. Alors il est reconnu de façon au niveau de la Corse, il est reconnu, je pense, au niveau national comme peintre. Au niveau international, et je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, voire comme certains de ses confrères, comme Soulages par exemple, qui est vraiment quelqu'un de sa génération, qui connaît très bien d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup donné durant sa vie. José Lorenzi, c'est quand même une personne exceptionnelle. Il n'y a pas une année où il n'a pas fait quelque chose de caractéristique, soit pour la fonction publique, soit dans le cadre de la peinture. Mais c'est une arme à double tranchant, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir, je pense, consacré 110% de son temps à l'art, ça l'a peut-être un petit peu pénalisé dans ce monde un peu cruel de l'art, qui est aussi gouverné par les galéristes, par la presse, etc., qui font et défont un petit peu les codes, quoi. L'artiste, on ne le connaît jamais trop assez. On le voit dans les expositions, et lui aussi, il a senti le besoin de se faire mieux connaître. Donc quand on voit une œuvre, on voit des tableaux, on sent des passions, des pulsions, des visions, mais comment ça s'orchestre, quel est le fond de la pensée de tout ça, il vaut mieux qu'il y ait une personne extérieure qui mette en musique l'univers du peintre. Et ce qui a été fait, puisque nous avons décidé de faire un livre, enfin c'est surtout lui qui en a été évidemment le moteur, et nous avons contacté un éditeur qui est l'édition Critères. Et j'ai travaillé personnellement avec un homme charmant qui est M. Didier Levallois. Et nous avons élaboré une thématique autour de l'œuvre de José Lorenzi. Ces peintures s'articulent autour des collines, des marines, des ruelles, des femmes. Moi, j'ai ajouté aussi un peu un apport personnel avec l'atelier, parce que j'ai trouvé qu'il avait un atelier extraordinaire et
ça participe du mystère de la création. Où est-ce qu'un écrivain écrit, où est-ce qu'un peintre peint. Ça me paraît intéressant de le montrer à travers cet univers particulier où ne rentrent que les seuls initiés. J'ai toujours utilisé le couteau ou autre chose, le pinceau, la main, le chiffon. J'ai jamais eu de technique précise, définie à l'avance. Donc tout dépend du moment qui me concerne, de l'objet, du sujet ou de la mise en place. Donc j'utilise à ce moment-là des matériaux tous différents. À l'heure actuelle, lorsque je peins, je vais très vite, plus vite que la conscience des choses. Si je me rends compte, ce qui m'arrive souvent parce que je suis interrompu, si mon cerveau, la partie droite de mon cerveau prend conscience de cette émotion de la partie gauche, il y a un blocage qui se fait. Donc mon geste devient raisonnable. Bon, je connais ma manière d'être, donc c'est en fonction de ce que je suis. Hein. On ne dit pas que ce sont des règles qu'il faut appliquer. Ma manière d'être, c'est d'avoir le sens de ce qu'il faut faire, le sens de la discipline, disons de l'autodiscipline. Donc c'est le cerveau qui réfléchit. Mais si je laisse partir le cerveau émotif, je délire très vite et je me rends compte que ce que j'exprime est très différent de ce que je pense. Et là, ça c'est passionnant pour moi parce que je découvre ce que je suis. C'est l'auto-analyse. José, bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu franchis quand même ce seuil depuis 20 ans et c'est vrai en effet, depuis 20 ans, le temps passe vite. C'est un grand plaisir. Et chaque fois, c'est un plaisir que de te voir, de te rencontrer. Tu découvres ton exposition. En effet. Et ça me fait très très plaisir que tu la découvres déjà exposée. Je n'ai pas très bien compris comment tu as pu arriver à faire une exposition cohérente avec tout ce que je t'ai envoyé. Ça, c'est l'habitude d'un couple de 20 ans. Hein. Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une étape qui est très très importante parce que généralement le galeriste connaît bien sa galerie, il connaît le sens d'intérêt des personnes qui y rentrent. Et il a besoin lui-même de se sentir bien dans ce monde, dans tous ces tableaux qu'il aime, bien sûr. Et dans le choix de la disposition. Voilà, tout à fait. Je suis très satisfait que tu aies mis cette toile à cet endroit, car elle est à la fois, au niveau de sa conception, double. Elle cache la vie de la ruelle, qui n'est plus une ruelle, quand on va jusqu'au bout de la structure, disons,
mécanique et géométrique du rectangle. Elle est en même temps très volatile. Donc il y a une double, je dirais, une double projet du premier qui veut dire on va dans un endroit fermé et on s'envole par rapport à des éléments qui sont très colorés, qui sont la vie de tous les jours. C'est une toile qui a tellement de mouvements que je voulais qu'on la voie en arrivant de loin comme ça. Ah voilà, c'est là où on retrouve la différence avec d'autres peintres où ici c'est en mouvement, l'autre peut être statique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Oui, c'est bien choisi d'ailleurs, celle-là. Non seulement dans sa place, mais aussi dans sa manière de le mettre. Hein. Bien sûr. Et c'est ce que j'essaie de faire ressortir quand je présente cette toile au client. Voilà, c'est pour ça que je te dis, je suis très content que tu l'aies mise à cet endroit-là. Eh bien, merci. L'auto-analyse qui est pratiquée en peinture, je crois, est une thérapie qui devrait être appliquée par tout le monde. Et je crois que les gens ont compris, parce que je vois le nombre de personnes qui s'attachent à exprimer par la peinture le geste, le dessin, l'aquarelle ou autre. On recherche par là un équilibre personnel. Donc c'est bien une thérapie. Mais une thérapie à la portée de tout le monde. L'art est un monde qui est à la portée de tout un chacun. Nous sommes tous des artistes. L'artiste, quel qu'il soit, à un moment donné, il a cette capacité qui lui est innée. Il utilise cette capacité, il faut la découvrir d'abord. Il faut qu'on la découvre pour laisser aller les choses. Vous avez une chance, je pense que les artistes ont plus de chance que les autres. Mais ils souffrent davantage que les autres. Il s'agit de savoir jusqu'à quel niveau on doit pouvoir le supporter. Et l'intelligence joue à ce moment-là, ramène des notions peut-être plus équilibrées et qui fait que l'apaisement vient tout de suite après l'exécution. Donc la peinture est pour moi, est une forme de thérapie indispensable à l'homme. Vainement ton image arrive à ma rencontre et ne montre où je suis, qui seulement la montre. Toi te tournant vers moi, tu ne saurais trouver au mur de mon regard que ton ombre rêvée. Je suis ce malheureux, comparable au miroir, qui peuvent réfléchir mais ne peuvent pas voir. Comme eux, mon œil est vide, et comme eux, habité de l'absence de toi qui fait sa cécité. Moi, j'ai la chance d'être spontanément altruiste. Bon, c'est ma névrose. En fait, j'ai une névrose, c'est celle-là, c'est aider les autres. Bon. Mais elle n'est pas recherchée, elle n'est pas, comment dirais-je, intelligente, elle est spontanée. Moi, pour mes élèves, quels qu'ils soient, je faisais n'importe quoi, de manière pour pouvoir rendre service à la fatigue, à l'équilibre de chacun d'entre eux, et leur apporter la substance qui puisse les épanouir. Ça a été ma vie pédagogique au cours de laquelle j'ai eu d'énormes satisfactions. Ce sont des satisfactions intimes. Elles ne sont pas exprimées comme ça, elles sont au fond de soi. Heureusement que j'ai ça, parce que sinon je serais pauvre. Étant gosse, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je m'exprime. Mais c'est l'environnement. Je m'exprimais par la main, non pas un graphisme, pas une couleur, par l'écoute d'une musique, d'un chant. Comment ne pas le faire puisque j'étais seul? On me mettait avec mes vieilles tantes qui avaient 80 ans, automatiquement, je ne pouvais faire autrement que de me recroqueviller sur moi-même. Donc il me fallait aller très vite et aller dans un coin pour pouvoir me retrouver. Donc je faisais des petits dessins avec tous les moyens que j'avais autour de moi. Ça, c'était ça. Donc ça prouve qu'il y a un équilibre par le biais de la peinture. C'est là que je me suis rendu compte que la peinture était un élément pour moi. Peinture, graphisme, sculpture, gravure, tout ça va ensemble. Hein. Il n'y a pas d'élément technique particulier. Et le plus important, c'est que rien n'est encore abouti. J'ai l'impression d'avoir commencé simplement ma vie.